tous. Donc on a vu l'impact de la sélectivité à travers les systèmes de capture, la survie derrière la capture. Et en fait, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la prise en compte de cette problématique de la sélectivité en amont de la capture. Alors, on s'est lancé chez XBlue, on s'est lancé il y a maintenant presque 10 ans dans un challenge compliqué qui est d'arriver à offrir en temps réel aux patrons pêcheurs une information suffisamment pertinente pour prendre des décisions qui impactent sa méthode de travail, sa rentabilité éventuelle, de manière à limiter les rejets et à essayer d'optimiser la capture réalisée vers les espèces pour lesquelles il a du quota ou pour lesquelles il a de la valeur commerciale à en tirer. Donc on a globalement 3 conditions principales. La première condition à remplir dans ce challenge technologique, c'est d'arriver à assurer une mesure suffisamment élargie, vaste autour du navire pour avoir une vue objective de l'ensemble de l'environnement, donc halieutique et environnement écosystémique. Le deuxième point capital, puisqu'on parle de sélectivité, c'est d'arriver à atteindre quasiment le plus souvent possible la détection individuelle du poisson. Donc pour cela, il faut de la résolution dans la colonne d'eau, donc des méthodes acoustiques qui permettent d'aller jusqu'à la résolution individuelle. Et enfin, parce qu'évidemment, on doit gérer des erreurs de mesure et des facteurs physiques dans le milieu sous-marin qui sont extrêmement compliqués à gérer, on veut aussi s'appuyer sur une analyse très très quantitative des échantillonnages qu'on va pouvoir réaliser. Donc ces 3 valeurs sont pour nous essentielles et on a essayé de travailler sur ces 3 axes-là. Alors, l'engin qu'on a développé, c'est un système que l'on baptise sonar tridimensionnel. C'est en fait une technologie multifaisceau volumique dans les 2 plans du navire, dans le plan axial et transversal du navire, qui permet d'obtenir finalement un pixel 3D, en imaginant le pixel de votre écran d'ordinateur, mais vous l'imaginez en 3D, le voxel 3D, de l'avoir le plus fin possible. Et ce dispositif nous permet d'atteindre 0,6 m3. Donc vous imaginez un cube de 0,6 m3, et le but étant d'avoir le plus souvent possible un seul poisson à l'intérieur pour avoir une mesure individuelle. C'est un dispositif qui s'installe sous la coque d'un navire de manière classique comme un sondeur, de manière assez simple donc, et qui va pouvoir couvrir, dans le cas du chalutage, un vaste volume qui ressemble à une espèce de cône de 120 degrés par 120 degrés, donc 120 degrés de l'avant à l'arrière et 120 degrés de tribord à bâbord. La résolution, donc on a parlé de la résolution spatiale de 0,6 m3 et également une autre valeur qui est la résolution radiale, donc en distance du capteur vers le poisson ou vers le fond, de 7 cm. Alors, si on regarde l'état de l'art des équipements actuellement disponibles couramment sous les navires, on trouve classiquement des sonars omnidirectionnels, donc c'est une ombrelle 360 degrés avec une ouverture de 7 à 10 degrés, donc qui permet de visualiser autour pour faire de la recherche longue distance ou courte distance, mais donc qui est localisé dans un plan de 7 degrés. On trouve aussi des sondeurs verticaux qui ont l'avantage de voir vers le bas, notamment le fond, mais qui sont limités en ouverture angulaire, donc verticale, sous le navire. Navire qui bouge beaucoup, donc aussi tout ça est à moduler avec une orientation qu'il faut éventuellement compenser des mouvements de la plateforme. Et ce qu'on a voulu faire, c'est ça, c'est-à-dire un cône de visibilité beaucoup plus élargi, donc qui fait en fait 120 degrés, qui va pouvoir démarrer le plus tôt possible sous le bateau. On pense notamment à l'impact pour l'évaluation objective des espèces pélagiques, le maquereau qui peut être très très proche de la surface et qui à ce jour manque d'évaluation réaliste. Et on a ici un résumé de ce qu'on obtient comme volume surveillé
sur une distance de 100 mètres de profondeur, donc sur une colonne d'eau de 100 mètres de hauteur, on atteint 4 millions de mètres cubes d'eau surveillée. Et pour donner un ordre de grandeur sur le progrès en termes de volume d'eau surveillée, vous avez à côté les 65 000 mètres cubes classiques d'un sonar omnidirectionnel ou les 4 000 mètres cubes du sondeur vertical. Donc on fait vraiment une marche, un bond en avant en termes de volume surveillé. Et une autre valeur importante, comme on l'a évoqué, c'est la résolution tridimensionnelle, donc le pixel 3D dans l'eau de notre cellule de résolution. Dans le cas que vous voyez à l'écran, on est sur un sondeur classique, donc de 7 degrés d'ouverture. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on aura la détection de N poissons dans cette cellule de résolution due à la largeur de la cellule de résolution. Bon, typiquement, 100 mètres de profondeur, en général, les sondeurs offrent un volume de 6 mètres cubes. Face à cela, ce qu'on a développé, c'est la possibilité d'avoir donc cette fameux pixel de 0,6 mètres cubes qui permet de mesurer la plupart du temps un seul poisson, poisson par poisson. Et ça, c'est la clé de tout. C'est la clé d'une capacité technique à pouvoir faire de la classification. On va voir en détail après. Alors évidemment, si on se contente d'un seul faisceau de 1,6 degré, donc qui présente 0,6 mètre cube de surveillance, vous allez me dire que c'est extrêmement petit. Donc on a multiplié les petits pains de manière à avoir une couverture très large. Donc on n'a pas un faisceau, mais on a mis en place un réseau de 64 faisceaux par 64 faisceaux. Donc au final, on couvre plus large et on couvre 10 fois plus résolu dans la colonne d'eau. Bon, ces deux facteurs sont essentiels. Bon, voilà un comparatif des différents volumes surveillés, le pixel de résolution des différents systèmes existants. Et donc maintenant, comment on va s'y prendre ? On va procéder à de la mesure de cibles individuelles. Donc le TS en anglais, ça veut dire Target Strength, qui est l'indice de cible individuelle, insonifié. Et on a un spectre qu'on peut étaler comme ça, des échos les plus forts aux échos les plus faibles, avec le ton à droite et le macro à gauche. Voilà. Et à partir de cette logique-là, on va proposer aux patrons pêcheurs une capacité de compréhension des espèces en présence. La première tâche consiste à extraire l'intégralité de la colonne d'eau, de présenter une cartographie tridimensionnelle de l'ensemble du banc. Donc, comme je disais en préambule, pas seulement sous le navire, mais l'ensemble de l'environnement autour du navire, donc à concurrence de 120 degrés au total, donc 60 degrés de chaque côté. Et ensuite, ce banc global qui est pris en compte, qui est extrait, on en tire un spectre de réponse acoustique, donc calibré, ça c'est aussi un point très important, absolu donc, reproductible, quel que soit l'appareil, quel que soit le navire. C'est-à-dire le même dispositif d'un navire A ou sur un navire B présentera les mêmes réponses. Et enfin, à partir de là, on va en tirer une classification par le biais d'un outil statistique qui va extraire chaque classe, on appelle ça des classes de poissons, chaque classe correspondant à une gamme de réponses. Alors, ça marche, vous allez le voir, relativement bien. Il y a des cas particuliers. Alors, je reviens à la slide d'avant. Le cas particulier qui peut se présenter, c'est qu'on peut avoir du hareng avec du chinchard qui présente des réponses acoustiques très très similaires. Et dans ce cas-là, il est difficile de faire le distinguo. Bon, mais ça, ce sont des cas un peu particuliers. Alors, la prise en compte globale des bancs permet d'avoir non seulement bien la totalité des individus présents dans un banc, mais également de comprendre le comportement. Puisque ça, c'est aussi un point d'information intéressant pour l'armateur, pour le patron, c'est de voir comment se comporte le banc de poissons. Et notamment pour les espèces pélagiques, puisque les espèces pélagiques sont très dynamiques, et on peut voir des erreurs d'évaluation ou d'estimation du patron ou de choix de navigation, de stratégie de pêche qui sont finalement erronés par le fait que le banc peut éviter soit le navire, soit l'engin de pêche. Donc ça, c'est important de donner cette information-là. Notre information importante, évidemment, c'est la répartition de ce banc dans l'écosystème. Là, on a un exemple d'un
d'un talus sur un lieu de pêche en Alaska, où on a un banc de maquereaux du Pacifique, c'est un Latka maquerelle qui se situe sur le tombant, et on peut voir comment il se distribue par rapport au lieu de pêche. Donc là, il y a, je dirais, du retour d'expérience, de la connaissance pour le pêcheur, de la caractéristique de sa zone de pêche. Voilà ce que ça peut donner sur du chalutage de fond, donc du poisson vraiment posé sur le fond. Là, ce qu'on voit, les petits points de poisson que vous voyez dans l'environnement, il s'agit d'une couche de 5 mètres de poisson au-dessus du fond, dans un environnement très cabossé, donc c'est à l'échelle 1, le vertical n'est pas amplifié, donc c'est vraiment de l'échelle 1. Et on voit bien qu'un chalut de fond est confronté d'abord à des zones dangereuses de chalutage, puisqu'on peut avoir des risques d'incidents importants, donc de la casse, donc des coûts importants générés. Mais qu'également, l'intérêt de la pêche, pour lui, c'est d'être capable de faire des captures très ciblées, très ciblées selon les configurations du sol. Autre information importante, il s'agit de comprendre la nature du matériau du sous-sol, du sol sous-marin. Et là, on a une présentation d'une mesure de dureté du fond sur la partie gauche, avec des couleurs jaunes claires qui sont sur du dur, les couleurs mauves plus foncées, des zones plus molles. Vous voyez par exemple les bancs de sédiments mous qui sont de la vase avec du sable à côté, du ciment dur, lisse mais dur. Et vous avez sur la partie gauche de l'image ici une tête de roche que l'on voit bien apparaître sur la vue side scan, où on a la notion de rugosité du fond. Bon. Ça, ce sont des informations qui sont quand même très très intéressantes, à la fois pour la sécurité du trait de chalut, ou s'il s'agit de casier ou de filet, du placement des engins de pêche. Et puis également la stratégie qu'il va pouvoir adopter pour placer son engin de pêche. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? En pratique, on a testé l'outil à travers le monde. Aujourd'hui, 80 systèmes sont installés dans différentes pêcheries, aussi bien pélagiques que chalut de fond, que seineurs également. Ici, vous avez un premier exemple que je voulais vous montrer qui concerne le distinguo entre le hareng et le maquereau. On arrive à identifier donc la réponse typique du maquereau par rapport à celle du hareng, et on attribue un code couleur. Donc en rouge, vous avez le banc de hareng, rouge le hareng, et le bleu, c'est le maquereau. Avec une capacité volumique, dans l'image d'en bas, on voit un banc de hareng en rouge qui est en train d'arriver sur l'étrave. Voilà. En même temps, proche de la surface, vous avez un tuyau, une espèce de tube en rouge qui est un banc de hareng tout allongé, qui était sur tribord du navire. Et l'image en haut, c'est le travaux pratiques, c'est comment on va pouvoir gérer la navigation du chalut pour sélectionner ce que l'on veut. Et la problématique de cette situation de pêche, qui est issue d'un exemple d'un navire anglais, un grand pélagique anglais de la société Lunar Fishing, était justement d'aller chercher le hareng, malgré qu'il soit confondu dans le maquereau. Et là, la technique employée par le capitaine, c'était d'immerger plus profond son chalut et de le faire remonter au dernier moment pour revenir au niveau du hareng. Voilà. Donc il y a différentes méthodes à mettre en place, et ces éléments d'information permettent vraiment au capitaine d'optimiser la gestion de l'ensemble de son navire plus gréement pour en faire un système global sélectif. Des résultats également en matière de chalutage de fond. Chalutage de fond, ici un exemple en Alaska, il s'agit d'une marée de 3 semaines sur 3 zones de pêche différentes, 1200 tonnes capturées de poissons bruts, et des écarts. Donc, alors, première colonne, c'est le maquereau du Pacifique, le fameux Latka maquerelle. En bleu, l'estimation donnée en temps réel au patron pêcheur par le système CPX, et en orange, la capture réelle déclarée sur le logbook, et en tout cas non seulement déclarée sur le logbook, mais surtout validée par la production de l'usine qui était à bord. C'est un petit navire-usine de 55 mètres. Et ensuite, à droite, au milieu du redfish, POP, poisson plutôt de roche, et à droite, le code du Pacifique, cabio du Pacifique. On voit qu'on arrive à des valeurs, à des taux d'erreur qui sont relativement faibles, pour du poisson qui est proche du fond, entre 0 et 10 mètres du fond globalement, et dans des zones rocheuses assez compliquées.
Ça, c'est un résultat assez emblématique. On est assez content de ce résultat-là. Et puis, un autre résultat de fond, alors on revient en Europe, sur le nord de l'Écosse, autour des îles Shetland. Donc il s'agit du navire Audacious. Ce navire-là a été mis en service il y a 1 an. Et David, le capitaine, a été très très focalisé sur la sélectivité et optimiser ses traits de chalut pour avoir des traits les plus courts possibles. Sur cette vue, vous avez 3 couleurs. Alors les 3 couleurs représentent les 3 espèces qui sont là, donc le cabillaud, le haddock et le whiting, avec le cabillaud en jaune, les points en rouge c'est le haddock et les points en bleu c'est le whiting. Vous voyez la coloration, l'image est très très mixée, donc on a vraiment un grand mélange dans cette situation-là. Qui est confirmé par les pourcentages que vous voyez sur les barres graphes ici, donc haddock majoritaire, haddock whiting majoritaire, un petit peu de cabillaud mais très peu. Autre situation, voilà, donc ça, on verra ça tout à l'heure, je vous montrerai une autre slide de ça, mais sur 4 jours de pêche, on arrive à des écarts qui sont, vous avez le résultat de l'ensemble de la marée, donc tous les traits de chalut, vous les avez ici, et le résultat de la marée nous donne moins 15% sur le code, on est sur à plus 11 et plus 10 sur le haddock et le whiting. Je précise que, vous voyez le numéro de marée, ça commence à la marée numéro 4, et la marée et le trait donc 1, 2 et 3 ont servi à confirmer la calibration de ces classes en collaboration avec le patron, c'est-à-dire qu'on va sur du banc le plus pur possible, et sur le système SPIX, on voit si on est pur ou mélangé, comme on vient de le voir sur l'image, et ce trait pur, on regarde le résultat et on associe le résultat à la signature acoustique qu'on a obtenue. Et en procédant comme ça de manière très très simple, on obtient ce résultat-là en 3 traits de calibration pour ensuite avoir une marée qui représente 10-15% d'erreur. Autre exemple en classification de thon, là on est sur du comptage de thon. Alors l'objectif c'est de faire du comptage de thon et de voir quel est le pourcentage de gros poissons et de petits poissons, hein, pour cibler les gros, parce que ça c'est aussi une des contraintes réglementaires qui arrivent, c'est de cibler les gros poissons. En matière d'anchois ou de bolinches, également ça fonctionne. On a expérimenté ça sur des bolincheurs espagnols, j'espère bientôt sur des Français. Et vous avez la capacité de faire une analyse entre le pourcentage de juvéniles et le pourcentage d'adultes. Et le contrôle de l'ensemble de la pêche avant la capture et après la capture. Là, il se trouve que vous voyez l'image dans le filet de 400 grammes d'anchois. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, on peut vraiment, à partir de cette technologie, développer des stratégies de pêche. Une stratégie de pêche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'optimiser le placement du chalut, c'est de choisir des zones où on a du poisson plutôt monospécifique, enfin des bancs monospécifiques. Premier exemple, mélange, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le code, le haddock et donc le whiting. Deuxième exemple, même navire, autre trait de chalut, on a du cabillaud quasiment pur, donc on n'a que du point jaune, alors que tout à l'heure, les points jaunes étaient largement minoritaires, et là maintenant, on les a largement majoritaires. Bon, donc on peut cibler, et je dirais qu'en conclusion, il vaudrait mieux, on peut adopter la méthode qui consiste à faire une reconnaissance sur la zone, et ensuite de venir travailler sur le banc qui est le plus pur possible. Les marges de manœuvre de bénéfices pour les armateurs sont de l'ordre possiblement de 30% en termes de diminution de temps de chalutage ou d'augmentation de la rapidité du remplissage du chalut à temps identique. Et puis en termes de coûts d'exploitation, bien sûr on peut imaginer qu'on peut franchement diminuer les impacts du chalut sur le fond, l'impact dans l'écosystème, et il faut se souvenir que moins on passe de temps à chaluter, moins on a évidemment d'occurrences, malgré les dispositifs très sophistiqués de grilles, d'échappement, etc., d'avoir l'occurrence de bycatch. Donc voilà un petit peu l'état de l'art aujourd'hui, et l'ensemble de la flotte de navires équipés nous fait ces remontées d'informations-là. Ça s'adresse à des patrons qui ont envie de s'investir pour arriver à tirer ces résultats de ces informations. Évidemment, si on regarde l'écran et qu'on ne fait rien derrière, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, merci.